La principale erreur que les gens commettent concernant l'eau après un effondrement est de supposer que le problème est la saleté. Ce n'est pas le cas. La vraie menace est la mauvaise classification. La plupart de l'eau qui tue les survivants semble normale, a une odeur tolérable et passe le test le plus primitif. L'ébullition. Cette seule habitude, faire bouillir et boire, n'a jamais été une connaissance de survie. C'était un contrôle des dégâts au niveau de la population. Elle éliminait les menaces biologiques tout en laissant intacts les contaminants chimiques et industriels, créant un faux sentiment de sécurité qui retardait les symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'était pas de l'ignorance accidentelle, c'était une omission délibérée. Enseigner aux gens qu'une seule méthode résout tous les rangs prévisibles, dépendants et faciles à gérer lorsque les systèmes s'effondrent. Après l'effondrement, les menaces liées à l'eau se divisent en catégories qui se chevauchent: charge biologique, charge chimique et contamination par les particules ou les métaux. Aucune action unique ne neutralise les trois. Traiter l'eau sans identifier la menace dominante n'est pas de la préparation, c'est du jeu de hasard. Les survivants qui échouent, n'échouent pas par manque d'outils. Ils échouent parce qu'ils ont appliqué une logique erronée à un problème erroné. Les rivières boissent près des villes tuent différemment de la haut des marais. Le ruissellement des inondations tue différemment de l'infiltration de puits. Le premier principe opérationnel, c'est le suivant: la purification n'est pas une action, c'est un arbre de décision. Si vous ignorez la décision, toute technique qui suit est compromise. Cette partie est importante car tout le reste en dépend. Si vous ne reconfigurez pas votre façon de penser l'eau, chaque méthode que vous apprendrez ensuite deviendra une survie de culte du cargo. Vous copiez des actions sans comprendre les conditions. L'effondrement le punit instantanément. Avant les techniques, avant les outils, avant l'effort, la survie commence par l'identification correcte de la menace. Si vous vous trompez là-dessus, même l'eau d'apparence propre devient un mécanisme de mort différé. Le premier vrai principe de purification que le public n'a jamais appris est le suivant: vous ne nettoyez pas les contaminants de l'eau, vous séparez l'eau des contaminants. Cette distinction détermine si vous survivez ou si vous vous empoisonnez lentement. La plupart des méthodes civiles s'acharnent à neutraliser ce qui est dans l'eau comme si les toxines attendaient poliment d'être tuées. Ce n'est pas le cas. Les résidus chimiques, les métaux lourds, les carburants et les solvants industriels sont stables dans des conditions qui tuent instantanément les bactéries. Lorsque vous essayez de les traiter directement, vous perdez du temps et introduisez une fausse confiance. L'État a simplifié la purification exprès parce que la pensée de séparation crée l'indépendance, tandis que la pensée de traitement crée la dépendance. L'eau elle-même est volatile. La plupart des contaminants ne le sont pas. Cette asymétrie est l'ouverture que vous exploitez. La logique du changement de phase commence par reconnaître que l'eau veut changer d'état avant les poisons. Lorsque l'eau s'évapore, elle laisse derrière elle la majorité des substances qui la rendent mortelle. C'est de la physique, pas du folklore de survie. Vous ne réparez pas l'eau sale, vous l'abandonnez et ne prenez que ce dont vous avez besoin. Ce seul changement mental élimine des catégories entières de menaces sans filtre, produits chimiques ou infrastructures. Ce principe est le plus important lorsque la source est chimiquement compromise. Le ruissellement urbain, les zones industrielles, le drainage agricole, les étangs contaminés par le carburant, même les sources saumâtres ou salines, tous déjouent la filtration et l'ébullition de base, mais ils ne peuvent pas suivre l'eau dans la vapeur. Les survivants meurent parce qu'ils essayent constamment de rendre la mauvaise eau bonne au lieu de laisser la bonne eau échapper au mauvais environnement. Une fois que vous comprenez la séparation, l'effort diminue et la fiabilité augmente. Vous cessez de lutter contre la contamination et commencez à la contourner. Sur le plan opérationnel, ce principe impose une discipline. La séparation exige de la patience et du contrôle, pas de la force brute. Une chaleur élevée n'est pas obligatoire, la direction l'est. La surface compte plus que la flamme. Les zones de refroidissement comptent plus que la vitesse. Lorsque les civils précipitent ce processus, ils réintroduisent un risque. Lorsqu'ils le ralentissent, la pureté devient prévisible. Cette prévisibilité est précisément la raison pour laquelle cette logique n'a jamais été popularisée.
Une purification prévisible signifie une survie prévisible sans soutien externe. Si vous intériorisez ce principe, vous cessez de demander comment nettoyer cette eau, et commencez à demander comment laisser l'eau s'échapper. Cette seule question change tout ce qui suit. Chaque autre méthode que vous apprendrez soit prépare l'eau à la séparation, soit achève ce que la séparation a commencé. Manquez cette étape et le reste n'est que du bruit. La filtration par le sol échoue pour la plupart des gens parce qu'ils traitent le sol comme une éponge plutôt que comme un système. L'erreur confiante est de creuser un trou, de laisser l'eau s'infiltrer et de supposer que la nature fera le reste. Cette croyance tue silencieusement. Un sol brut ne filtre pas. Il stocke sans son structure, les contaminants passent sans changement tout en donnant l'illusion de sécurité. Cette incompréhension persiste parce qu'enseigner la vraie logique de la matrice du sol donnerait aux civils la capacité de construire une infrastructure de purification persistante n'importe où, en n'utilisant rien d'autre que le terrain. Ce niveau d'indépendance n'était jamais destiné à être une connaissance commune. La réalité opérationnelle est que le sol ne purifie que lorsqu'il est forcé de ralentir l'eau à travers une résistance en couche. La filtration ne consiste pas à bloquer le flux, il s'agit de contrôler le temps. Chaque couche remplit une fonction différente. Les matériaux grossiers perturbent la vitesse et éliminent les grosses particules. Les couches plus fines piègent les matières en suspension et les exposent à des surfaces de liaison. Les zones riches en argile absorbent les produits chimiques. Les couches organiques hébergent une compétition microbienne qui consomme les menaces biologiques. Rien de tout cela ne fonctionne si l'eau se déplace rapidement. La vitesse est l'ennemi. La plupart des tentatives civiles échouent parce qu'elles privilégient le débit plutôt que le contact. Ce principe s'applique spécifiquement aux eaux de crue, au ruissellement, à la collecte des eaux de pluie et aux eaux de surface qui sont visuellement sales mais non chimiquement exotiques. Les gens paniquent et essaient de tout purifier immédiatement, brûlant du carburant ou épuisant les filtres. Les matrices de sol ne sont pas destinées à la boisson instantanée, elles sont destinées à la préparation. Elle transforme l'eau chaotique en eau traitable. Une fois ralentie, clarifiée et biologiquement dégradée, l'eau devient plus sûre à finir par séparation, chaleur ou charbon. Sautez cette étape et chaque méthode en aval travaille plus dur et échoue plus tôt. Le gouvernement n'a jamais insisté sur ce point car cela crée de la permanence. Un système de sol correctement construit peut fonctionner passivement pendant des semaines, voire des mois, avec un entretien minimal. Cela sape les chaînes d'approvisionnement d'urgence et la dépendance à l'aide. Cela supprime également l'urgence, qui est le principal outil de contrôle des foules pendant les crises. Lorsque les gens peuvent stabiliser leur approvisionnement localement, ils cessent de bouger, de paniquer et d'obéir. La leçon à retenir est simple et brutale. Si l'eau passe à travers la terre et ressort rapidement, rien de significatif ne s'est produit. Si elle passe lentement, délibérément et de manière prévisible, la purification a commencé. Le sol n'est pas un raccourci, c'est un amplificateur. Utilisez-le correctement et il multiplie chaque méthode qui suit. Utilisez-le mal et il devient un faux sentiment de sécurité qui tue plus tard au lieu de plus tôt. La lumière du soleil a été délibérément présentée comme une option faible et peu fiable, parce que le vrai danger était que les civils comprennent ce que la lumière du soleil fait réellement. La version publique de la purification solaire l'a décrit comme un désinfectant doux qui pourrait aider dans des conditions parfaites. Cette présentation est fausse. L'énergie solaire ne se contente pas de tuer les microbes. Lorsqu'elle est appliquée correctement, elle déstabilise les structures biologiques, accélère le stress thermique et effondre les cycles reproductifs. Enseigner cela avec précision aurait donné aux gens une option de stérilisation sans carburant qui fonctionne partout où le soleil se lève, et ce type d'autonomie était stratégiquement gênant. La première erreur que font les gens est de penser que le traitement solaire ne concerne que les UV. Ce n'est pas le cas, les UV sont une composante,
mais l'accumulation de chaleur et la durée d'exposition sont les véritables mécanismes de destruction. Les agents pathogènes ne meurent pas parce que la lumière les touche, ils meurent parce qu'un apport d'énergie soutenue submerge leur capacité à réparer les dommages cellulaires. Les récipients minces échouent parce qu'ils dissipent la chaleur trop rapidement. Les récipients transparents échouent parce qu'ils ne piègent pas l'infrarouge. Les survivants copient la méthode, pas la physique, puis la déclarent inutile lorsqu'elle sous-performe. Cet échec est prévisible. Cette méthode est efficace spécifiquement contre la contamination biologique dans l'eau. Il y a déjà à faible risque chimique. Cette distinction est importante. Le traitement solaire ne fait rien contre les métaux lourds ou les toxines industrielles. Et quiconque le traite comme universel se prépare à un empoisonnement différé. Utilisé correctement, il intervient après la clarification et avant la consommation finale. C'est un scalpel, pas un marteau. Le principe opérationnel est la densité d'énergie sur le temps. Les surfaces sombres augmentent l'absorption, le confinement empêche la perte de chaleur, l'angle contrôle l'exposition, la durée achève le travail. Lorsque ces variables sont ignorées, le solaire devient un placebo. Lorsqu'elles sont contrôlées, il devient fiable. Les gouvernements ont évité d'enseigner cela car la fiabilité sans carburant modifie le comportement des foules. Les gens arrêtent d'accumuler du bois de chauffage, ils arrêtent de brûler des calories, ils arrêtent de dépendre du réapprovisionnement. La leçon clé n'est pas utiliser la lumière du soleil. La leçon est de comprendre quel type de menace la lumière du soleil peut résoudre et dans quelles conditions. La purification solaire n'est pas faible, elle est sélective. Si vous l'appliquez aveuglément, elle échoue. Si vous l'appliquez délibérément, elle élimine toute une catégorie de menaces à un coût opérationnel nul. Dans un environnement d'effondrement, cette efficacité n'est pas facultative. C'est une mathématique de survie. Le charbon de bois déçoit les civils parce qu'on leur enseigne le mauvais mécanisme. On leur dit que le charbon de bois filtre l'eau, alors ils en jettent des morceaux dans un récipient et s'attendent à des résultats. Quand rien ne change, ils concluent que la méthode est primitive ou peu fiable. Cette conclusion est exactement ce qui a permis de négliger ce principe en toute sécurité. Le charbon de bois ne fonctionne pas parce qu'il existe, il fonctionne grâce à l'interaction de surface. Sans comprendre cela, toute tentative est cosmétique et chaque échec renforce la dépendance aux filtres fabriqués. La vraie fonction du carbone est l'adsorption, pas l'absorption. Les contaminants ne sont pas filtrés, ils sont attirés, liés et retenus au niveau moléculaire sur de vastes surfaces internes invisibles à l'œil. Cela ne se produit que lorsque l'EAOZ est forcé de se déplacer lentement à travers cette surface. La vitesse détruit l'efficacité. Jeter du charbon de bois dans de l'eau stagnante ne fait presque rien car il n'y a pas de contact contrôlé. L'erreur opérationnelle est de traiter le carbone comme une éponge au lieu d'un corridor. Ce principe est important lorsque l'eau porte des signatures chimiques, goût de carburant, résidus de pesticides, amertume industrielle ou odeur inexpliquée. Ce sont des menaces que l'ébullition ignore et que la lumière du soleil ne peut pas touché. Le carbone était la couche logique correcte ici, mais seulement s'il est déployé comme un système de flux. L'eau doit être guidée, pas trempée. Le temps est le multiplicateur. Plus les contaminants sont exposés aux surfaces de carbone, plus ils sont complètement éliminés. Précipiter cette étape est pire que de la sauter, car cela produit une confiance sans sécurité. Les gouvernements n'ont jamais insisté sur ce point, car la purification à base de carbone est évolutive au niveau individuel. Une fois que les gens comprennent que le temps de contact et la surface sont plus importants que la marque ou l'emballage, les filtres commerciaux perdent leur autorité psychologique. L'État préfère que la purification semble technique et inaccessible. La logique du carbone la rend mécanique et prévisible. La leçon à retenir est simple. Si l'eau passe rapidement à travers le carbone, vous avez gaspillé le carbone. Si elle se déplace lentement, délibérément et constamment, vous neutralisez les menaces qui déjouent les méthodes plus simples. Le carbone n'est pas un ingrédient magique. C'est un outil de précision. Utilisé correctement, il termine ce que la séparation et la clarification ont commencé. Utilisé incorrectement, il devient un autre mythe qui fait tuer les gens plus tard plutôt que plus tôt. Les gens meurent de soif dans les régions sèches, non pas parce que l'eau est absente, mais parce qu'ils cherchent là où tout le monde cherche.
Les rivières, les puits, les sources visibles deviennent des points de convergence et la convergence crée des conflits, de la contamination et de l'épuisement. Le discours de l'État a renforcé cela en enseignant aux gens à trouver de l'eau au lieu de comprendre comment l'eau se déplace. La logique de la collecte atmosphérique a été minimisée parce qu'elle brise l'illusion de rareté. Une fois que les civils comprennent que l'eau utilisable existe au-dessus d'eux, pas seulement autour d'eux, les schémas de migration changent et le contrôle s'effondre. L'air contient toujours de l'humidité. La question n'est pas la disponibilité, c'est la capture. L'erreur que commettent la plupart des survivants est de supposer que la terre sèche équivaut à l'air sec. Cette hypothèse est fausse presque partout, sauf dans les zones polaires extrêmes ou de haute altitude. Les différentiels de température entraînent la condensation chaque nuit. Lorsque les surfaces refroidissent plus vite que l'air ambiant, l'eau quitte l'atmosphère, que vous soyez prêt ou non. Les civils manquent cela parce qu'ils sont conditionnés à penser en termes de conteneurs, pas de cycle. Ils courent après le volume au lieu de la fiabilité. Ce principe est le plus important dans les zones arides, les paysages post-incendie, les déserts, les hauteurs et les régions où l'eau de surface est soit contestée, soit chimiquement compromise. La collecte atmosphérique produit des rendements faibles mais prévisibles. La prévisibilité l'emporte sur le volume dans les conditions d'effondrement. Un apport quotidien régulier stabilise le comportement, réduit les mouvements et prévient l'épuisement calorique. Les survivants qui ignorent cette logique dépensent de l'énergie à chercher de grandes sources qui pourraient ne pas exister ou les tuer. Sur le plan opérationnel, la règle est la surface, l'exposition et le refroidissement. Les matériaux qui rayonnent rapidement la chaleur la nuit attirent l'humidité de l'air. L'angle est important car le flux d'air l'est aussi. La hauteur est importante car les couches de température le sont aussi. Il ne s'agit pas de gadgets, il s'agit de positionnement. Lorsque les civils échouent, c'est parce qu'ils déploient des surfaces plates, chaudes et mal placées et s'attendent à des miracles. La méthode est rejetée comme inutile parce qu'elle est mal comprise et le gouvernement n'a jamais corrigé cela parce que la collecte atmosphérique crée une indépendance silencieuse. Pas de fumée, pas de feu, pas de mouvement, pas de signal. Les gens qui s'y fient ne se rassemblent pas au point d'aide ou ne risquent pas les zones de conflit. Ils endurent silencieusement. Du point de vue du contrôle, c'est inacceptable. La leçon n'est pas collecter la rosée. La leçon est de comprendre que l'eau circule continuellement, que des systèmes existent ou non. Si vous vous alignez sur ce cycle, la rareté perd de son influence. L'eau atmosphérique n'est pas de l'eau d'urgence, c'est de l'eau de base. Ignorez-la et vous êtes contraint au risque. Utilisez-la correctement et vous supprimez un vecteur de pression entier de l'équation de l'effondrement. L'ébullition a tué plus de personnes préparées que l'ignorance parce qu'elle crée une confiance sans contrôle. On a enseigné au public que la chaleur est un interrupteur binaire, froid égale danger, ébullition égale sécurité. Cette simplification était intentionnelle. Une fois que les civils croient que la chaleur résout tout, ils cessent dans la diantèse de se demander à quel type de contamination ils ont affaire. Ils appliquent la force au lieu de la séquence, et c'est dans la séquence que réside réellement la survie. Différents contaminants réagissent à la chaleur à des seuils différents. Certaines substances chimiques volatiles se vaporisent avant que l'eau ne bouille. D'autres restent dissoutes longtemps après l'ébullition. Les métaux lourds ne s'en vont pas du tout. Lorsque vous faites bouillir sans discernement, vous pouvez concentrer les poisons en faisant s'échapper l'eau tout en laissant les toxines derrière. C'est pourquoi les gens tombent malades même s'ils ont tout fait correctement. L'erreur n'est pas l'ébullition elle-même. L'erreur est de faire bouillir sans comprendre l'ordre. Le séquençage thermique signifie que la chaleur est appliquée par étapes avec intention. Une chaleur faible révèle d'abord les menaces volatiles. Si vous sentez du carburant, un solvant ou une odeur chimique piquante tôt, c'est une information, pas une réassurance. Augmenter la chaleur trop rapidement piège ces dangers dans la phase liquide ou les recondense dans l'eau. Un séquençage approprié vous permet de séparer ce qui s'échappe tôt, de détruire ce qui s'effondre à mi-parcours et enfin d'isoler ce que seule l'eau elle-même peut emporter. Il ne s'agit pas seulement de température, il s'agit de
timing, de capture et de retenue. Ce principe est important dans les zones industrielles, les ruines urbaines, les régions agricoles et partout où l'infrastructure a jadis échoué violemment. Ces environnements produisent des profils de contamination mixte qui déjouent la logique simple. Les survivants qui considèrent l'ébullition comme une ligne d'arrivée meurent lentement. Ceux qui la considèrent comme un outil au sein d'une séquence reprennent le contrôle. La différence n'est pas l'équipement, c'est la discipline. Les gouvernements n'ont jamais enseigné cela parce que le séquençage crée la détection. Les civils qui le comprennent peuvent identifier les sources empoisonnées, les zones de sabotage et les événements de contamination délibérés. Ils cessent de faire confiance aux étiquettes d'infrastructure et commencent à faire confiance à la physique. Cela rend les mouvements de population plus difficiles à prévoir et plus faciles à résister. La leçon à retenir est vite et brutale. Si vous faites bouillir de l'eau sans comprendre ce qui part en premier, ce qui reste en dernier et ce qui ne part jamais, vous jouez avec un échec différé. La chaleur n'est pas une sécurité, la chaleur est un langage. Si vous ne savez pas le lire, vous méprendrez les signes avant-coureurs jusqu'à ce que votre corps en paie le prix. L'idée que l'eau doit être stérile pour être sûre est l'un des mythes les plus dommageables que l'ancien monde a laissé derrière lui. La stérilité semble propre, contrôlée, moderne. En réalité, elle est instable. L'eau privée de toute vie ne reste pas sûre. Elle devient un vide ouvert que les organismes hostiles recolonisent plus rapidement que les organismes bénéfiques. Le gouvernement a favorisé ce mythe parce que les systèmes stériles exigent un apport chimique constant et une surveillance centralisée. Enseigner aux gens à travailler avec l'équilibre biologique plutôt que contre lui aurait créé une stabilité de l'eau de l'eau décentralisée et cela n'a jamais été acceptable. Le contournement biologique ne consiste pas à faire aveuglément confiance à la nature, il s'agit de comprendre la compétition. Dans toute source d'eau, les organismes se disputent déjà l'oxygène, les nutriments et l'espace. Les agents pathogènes nuisibles dominent lorsque les conditions leur sont favorables. Écoulement stagnant, excès de déchets organiques, pas de compétition. Lorsque ces conditions sont modifiées, la menace s'effondre sans produits chimiques ni chaleur. Les civils échouent ça parce qu'ils essaient de tout tuer au lieu de changer l'environnement qui permet aux organismes dangereux de prospérer. Ce principe s'applique aux eaux à faible débit, aux eaux stockées, aux eaux de ruissellement préfiltrées et à toute source destinées à être stabilisées avec le temps plutôt que consommées immédiatement. Après clarification et séparation de base, l'eau peut être rendue plus sûre en favorisant les conditions aérobies, la surface et la diversité microbienne qui suppriment la croissance des agents pathogènes, les racines, les matériaux poreux, les litres de carbone et l'exposition contrôlée à l'air ne sont pas des astuces primitives, ce sont des structures de contrôle biologique. Lorsqu'ils sont réalisés correctement, les organismes nuisibles perdent leur avantage et déclinent naturellement. Les gouvernements ont évité d'enseigner cela parce que les systèmes biologiques sont auto-entretenus. Une fois établis, ils réduisent le besoin d'intervention continue. Cela détruit le modèle de dépendance récurrente du traitement chimique et de l'approvisionnement d'urgence. Cela enseigne également la patience, ce qui va à l'encontre de la conformité basée sur la panique. La leçon clé est la retenue. Toute l'eau n'a pas besoin d'être consommée immédiatement et toute vie dans l'eau n'est pas une menace. Une partie de l'eau devient plus sûre lorsqu'elle est laissée seule dans les bonnes conditions. Si vous tentez de tout stériliser, vous brûlez du carburant, détruisez la stabilité et invitez la contamination de rebond. Si vous comprenez l'équilibre biologique, l'eau s'améliore pendant que vous conservez les ressources. Dans un effondrement, cet avantage de temps et d'énergie s'accumule rapidement. La plupart des échecs de purification commencent avant même que la purification ne débute. Les gens essaient de traiter une eau encore chaotique. L'eau boueuse, opaque, chargée de particules met en échec presque toutes les méthodes, non pas parce que les méthodes sont faibles, mais parce que l'eau n'a jamais été préparée. L'État n'a jamais insisté sur cette étape car elle semble simple, presque primitive, mais elle supprime l'un des plus grands leviers de la rareté, l'intimidation visuelle. Lorsque les civils apprennent à rendre l'eau sale, calme et claire, la panique diminue, l'obéissance diminue et le contrôle s'affaiblit.
Les particules en suspension ne sont pas seulement cosmétiques. Elles protègent les bactéries, lient les produits chimiques et obstruent tous les processus en aval. La chaleur a du mal à pénétrer. La lumière du soleil se disperse. Le carbone sature prématurément. Les gens réagissent en redoublant d'efforts au lieu de résoudre le problème sous-jacent. Cette erreur gaspille du carburant, du temps et des matériaux. La clarification n'est pas une purification, mais sans elle, la purification est inefficace et peu fiable. Le principe opérationnel ici est la décantation forcée. Les contaminants n'ont pas besoin d'être détruits immédiatement, ils doivent être convaincus d'arrêter de flotter. Lorsque les particules s'agglomèrent, la gravité devient l'outil. Cette étape transforme l'eau hostile en un intrant stable pour tout ce qui suit. Les survivants la sautent parce qu'ils sont conditionnés à se précipiter et la précipitation est exactement ce que l'effondrement tue. Ce principe est important dans les zones inondées, les berges après les tempêtes, le ruissellement agricole, les marais et tout environnement où l'eau semble visiblement dangereuse. Si l'eau est opaque, vous ne regardez pas un problème de boisson, vous regardez un problème de pré-traitement. Essayer de purifier avant la clarification, c'est comme essayer de réparer une machine alors qu'elle est encore en mouvement. Les gouvernements ont minimisé cela parce que cela supprime rapidement la peur. L'eau claire change les comportements avant même de devenir potable. Les gens se calment, ils planifient, ils cessent de migrer aveuglément. Cette stabilité est dangereuse pour les modèles de réponse centralisés. La leçon est la discipline. Si l'eau ne peut pas être vue à travers, elle n'est pas prête. Laissez-la se déposer, laissez le temps et la gravité faire ce que les filtres et le feu ont du mal à accomplir. Une fois le chaos éliminé, toutes les autres méthodes fonctionnent mieux, plus vite et avec moins de risques. Sautez cette étape et même les meilleures techniques deviennent peu fiables. Dans les conditions d'effondrement, la fiabilité est la survie.